Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur le mouvement volontaire. Voici la carte mentale en question sur le mouvement volontaire, une carte qui comporte 6 branches. La première sur la notion de mouvement volontaire, la seconde sur la structure microscopique du cortex cérébral, la troisième branche portera sur le cortex moteur, la quatrième sur les voies motrices descendantes issues du cortex, la cinquième en fera une synthèse et enfin le dernier point, la dernière branche introduira les chapitres qui suivront. Commençons avec la notion de mouvement volontaire et je vais revenir déjà sur la notion de circuit local. Les circuits locaux, donc, ce sont des réseaux de neurones qui sont composés à la fois de motoneurones et d'interneurones. Ils sont contactés par des neurones sensoriels de premier ordre ainsi que par des projections descendantes, qui sont donc les axones, deux neurones moteurs qui sont situés dans le tronc cérébral et dans le cortex cérébral. Donc les circuits locaux, nous l'avons déjà dit, ils contribuent au contrôle moteur dans le sens où ils vont assurer un certain nombre de coordinations entre unités motrices, et notamment des coordinations de base entre muscles agonistes et antagonistes. Et on peut les envisager comme étant situés un petit peu à la base de la hiérarchie motrice qui existe en nous. Définissons le mouvement volontaire. On peut dire que le mouvement volontaire, c'est un acte conscient qui résulte d'une décision, d'une planification. Alors quand on dit ça, ça amène quand même à se poser un certain nombre de questions, notamment celle du libre arbitre. À quel point décidons-nous des actes que nous réalisons ? En fait, je ne vais pas évoquer ici tout ce questionnement, mais il a commencé à être, on va dire, lancé de façon tout à fait sérieuse et plus large, notamment avec les expériences menées par Benjamin Libet dans les années 70-80. Ensuite, ce qu'on peut dire concernant le mouvement volontaire, c'est que le mouvement volontaire, il a un but et la mise en jeu donc des muscles va justement dépendre de ce but. Alors là aussi, on peut ouvrir sur des questionnements et notamment se demander, mais finalement, qu'est-ce qui pousse à agir ? Et évoquer à ce sujet un certain nombre d'expériences qui ont été menées, notamment des expériences de privation sensorielle des années 1950, menées par Hebb, d'une part, et également d'autres expériences menées par Butler et Harlow, que je ne vais pas détailler ici, mais que nous avons évoquées en cours. Alors d'autre part, si on revient au mouvement volontaire, donc acte moteur conscient qui résulte d'une décision, qui a un but et qui est associé aussi à la notion de performance et qui est du reste perfectible par l'expérience, par l'apprentissage. D'autre part, un mouvement volontaire, on peut le souligner, il peut être réalisé suite à des éléments qui ont été détectés dans l'environnement, c'est-à-dire en lien avec des événements externes, ou bien en lien avec des éléments internes, donc en réponse à des événements internes, diverses pensées par exemple qui vont être présentes dans notre tête. Ce mouvement volontaire implique un certain nombre de structures et les structures donc, qui sont en jeu dans le mouvement volontaire vont jouer tout un tas de rôles. Certaines vont plutôt définir des intentions motrices, d'autres vont plutôt être impliquées dans la définition de paramètres concernant les mouvements, d'autres vont plutôt compiler, lancer les programmes moteurs, et puis il y a aussi des structures qui vont s'intéresser au contrôle du mouvement, et bien sûr tout ça ne peut se faire sans un certain nombre d'informations, notamment des informations sensorielles. C'est pour ça que j'ai fait cette accolade ici et que j'ai noté sensorimoteur, parce que parler de motricité ne doit pas mener à oublier la sensorialité, puisque ces deux versants d'une même pièce sont intrinsèquement liés l'un à l'autre. Concernant la structure microscopique du cortex cérébral, donc nous allons dire un mot sur l'organisation de base du néocortex, donc vraiment dans son aperçu très global. Donc on peut parler d'une organisation horizontale puisqu'on va observer 6 couches superposées les unes aux autres, et puis d'autre part d'une organisation verticale avec des structures appelées colonnes verticales. Pour ce qui est des couches, on distingue 6 couches, de la surface vers la profondeur. On a d'abord donc la couche moléculaire dans laquelle on peut voir des informations, au niveau de laquelle on va voir des informations qui arrivent, mais aussi des informations qui partent. Donc on va l'associer à des échanges qui vont se faire avec des régions corticales situées pas tellement loin, donc à un niveau plutôt local. Concernant la deuxième couche, elle s'appelle la couche granulaire externe. C'est une couche qui va essentiellement réceptionner les informations qui viennent de régions corticales, tandis que la couche 3, la couche pyramidale externe, va elle plutôt envoyer des informations vers diverses régions corticales.
La couche 4, c'est la couche granulaire interne qui reçoit elle des informations essentiellement de structures sous-corticales, entre autres le thalamus. C'est donc une région qui est développée de façon assez importante dans dans le cortex somesthésique. Par contre, elle est assez peu développée dans le cortex moteur, raison pour laquelle on l'appelle agranulaire, parce que cette couche est quasi inexistante. La couche 5, c'est la couche des pyramides internes, couche pyramidale interne, qui va essentiellement projeter vers des structures sous-corticales. C'est une couche qui est assez peu développée dans le cortex somesthésique, par contre qui est assez développée justement dans le cortex moteur. Et enfin la couche 6, la couche polymorphique, qui a également d'autres appellations, elle va établir en fait des connexions avec des régions corticales qui sont plutôt distantes. Pour ce qui est de l'organisation horizontale, on distingue donc des structures qu'on peut qualifier de structures un peu unitaires, qui sont les colonnes corticales. On peut les voir comme étant des sortes de modules, des sortes d'unités de traitement, d'unités de calcul en fait des informations. Et donc au niveau d'une colonne corticale, si on s'intéresse donc aux neurones qui sont présents dans une colonne et qui donc sont répartis dans les différentes couches, eh bien on voit que ces neurones établissent des connexions les uns avec les autres et que la circulation des informations donc d'une couche à l'autre au sein d'une colonne corticale va permettre donc de réaliser une intégration des informations donc au sein de cet ensemble de neurones qui constituent la colonne corticale. Ce que l'on peut dire, c'est que le nombre de colonnes corticales va augmenter chez différents organismes, chez différentes espèces, et va être lié en fait à la surface corticale. Globalement, dès que la surface corticale augmente, eh bien, fatalement, ça va augmenter le nombre de colonnes corticales. Et puisqu'on a dit que ce sont des unités de traitement de base, ça veut dire qu'on gagne à ce moment-là en nombre de colonnes, en capacité finalement à traiter les informations. Donc quand il y a une augmentation de la surface, on peut dire qu'il y a une augmentation en fait de la puissance de traitement. Et globalement, si on s'intéresse un petit peu à différentes espèces, eh bien, on constate que d'une espèce à l'autre, en tout cas au sein des mammifères, l'épaisseur du cortex est assez stable, son épaisseur va assez peu varier, elle va éventuellement être multipliée par 2 voilà, entre espèces, mais rarement plus. Par contre, en termes de surface corticale, là, il y a des variations beaucoup plus importantes d'une espèce à l'autre. Et ce que l'on note aussi, c'est que dans la lignée des primates, le cortex associatif va énormément, justement, les cortex associatifs vont énormément se développer. Concernant le cortex moteur à présent, pour revenir brièvement sur l'histoire de cette structure, on peut dire que déjà dès le XVIIIe siècle, l'idée qu'existe un cortex moteur était déjà présente, mais elle était en fait trop innovante pour finalement être réellement acceptée par la communauté scientifique. En fait, il va falloir attendre la fin du 19e siècle. En 1870, en fait, Jackson va suggérer qu'il existe chez l'humain un cortex moteur qui présente une organisation somatotopique. Il se base pour faire cette proposition sur des observations faites lors de certaines crises d'épilepsie où il observe ce qui est maintenant appelé une marche jacksonienne, c'est-à-dire des activités dans le corps qui vont parcourir en fait le corps d'une région à l'autre en retraçant finalement la somatotopie qu'on connaît actuellement au niveau du cortex moteur. À la même époque, Fritsch et Itzig, qui travaillent eux chez l'animal, vont démontrer qu'il existe un cortex moteur au niveau de l'encéphale dans une position rostrale par rapport au sillon central. Ils montrent très clairement que la stimulation de cette région va entraîner des mouvements contralatéraux dans le corps de l'animal. Leurs travaux sont essentiellement réalisés chez le chien. En 1874, Bartolo va confirmer l'existence d'un cortex moteur chez l'humain. Au début du XXe siècle, Sherrington va lui établir une carte corticale motrice chez les grands singes et c'est dans les années 1930 Penfield qui va établir la carte corticale motrice mais également aussi une carte corticale sensorielle chez l'humain. Donc c'est lui qui va mettre en évidence cet homoncule moteur, de même que l'homoncule sensoriel et donc la notion de somatotopie.
Concernant les régions corticales impliquées dans la motricité, on peut citer une première région qui correspond au cortex moteur primaire ou bien l'aire motrice primaire, AM1, qui correspond à l'aire 4 de Brodmann et au niveau de laquelle on observe assez clairement une somatotopie. Existe également le cortex moteur secondaire qui lui correspond à l'aire 6 de Brodmann et qu'on subdivise classiquement en deux régions, l'aire prémotrice latérale, souvent appelée aire prémotrice tout court ou APM, et puis l'aire prémotrice médiale ou aire motrice supplémentaire, AMS. Alors avec une petite ambiguïté qu'on peut quand même soulever concernant l'aire prémotrice, c'est que l'aire prémotrice, ça peut effectivement désigner cette APM, cette aire prémotrice latérale, mais parfois ça peut aussi désigner les deux cortex, donc le moteur secondaire, donc ces deux régions. Donc nous utiliserons APM au sens d'aire prémotrice latérale et puis AMS, donc aire motrice supplémentaire, donc là il n'y a pas d'ambiguïté, mais comme synonyme donc d'aire prémotrice médiale. Il y a aussi d'autres aires motrices qui existent, notamment des aires qui sont impliquées dans la motricité oculaire. Intéressons-nous donc à ces deux cortex que nous venons de mettre en lumière. Le cortex moteur primaire pour commencer. Nous venons de le dire, il correspond à l'aire 4 de Brodmann. Au niveau de cette aire, on note que la couche 4, la couche des grains internes, est absente. On parle donc de cortex agranulaire, comme nous l'avons déjà dit. On note également que la couche 5, la couche des pyramides internes, elle est bien présente et il y a au niveau de cette couche des cellules pyramidales qui sont un peu particulières parce que géantes, on les appelle les cellules de Betz. D'autre part, cette aire motrice primaire, lorsqu'elle est stimulée, va entraîner la production de mouvements situés à un niveau local dans l'hémicorps contralatéral. En revanche, si on se penche un petit peu sur les muscles, on constate que la stimulation de l'aire motrice primaire n'entraîne pas l'activation d'un muscle spécifique. Je le souligne parce qu'il a longtemps été pensé qu'il y avait au niveau du cortex moteur une sorte de clavier cortical des muscles, comme si chaque région était liée à un muscle donné du corps, ce qui en fait n'est pas le cas. Quand une stimulation de l'aire motrice primaire est faite, ça va activer plusieurs muscles, en général ça va être 2-3 muscles qui vont se contracter et avec en même temps un relâchement des antagonistes. Donc finalement on peut dire que ces stimulations aboutissent au recrutement de circuits locaux. Lors d'une lésion de l'aire motrice primaire, on va observer ce qu'on appelle une paralysie contralatérale, à savoir une hémiplégie. D'autre part, l'aire motrice primaire peut se remodeler, elle présente une certaine plasticité, c'est ce qui a été montré chez des personnes qui réalisent une pratique motrice particulière, par exemple le fait de jouer de certains instruments de musique. On le montre aussi dans diverses expériences, par exemple des expériences de section. Si on sectionne le nerf des vibrisses chez le rat, les vibrisses étant les moustaches du rat, eh bien on va voir qu'au niveau cortical, la représentation des vibrisses va disparaître. C'est-à-dire que les neurones en fait vont plus être associés à ces vibrisses. Pour autant, ils ne vont pas rester là à ne rien faire. Ils vont être réaffectés à d'autres régions qui sont les régions situées à proximité. Ça a été également observé chez l'humain, chez des personnes notamment amputées des deux mains, chez lesquelles on a vu disparaître la région des mains, c'est-à-dire les représentations corticales des mains, mais ces représentations sont réapparues suite au greffe et à la rééducation qui a été réalisée. Donc il y a une certaine plasticité qui existe au niveau de l'aire motrice primaire qu'on peut mettre en lien aussi avec la possibilité d'apprentissage. Alors, cette aire motrice primaire, bien évidemment, elle va aussi disposer d'informations sensorielles. Je reviens sur cette idée qu'on parle du système moteur, mais on ne peut ignorer la sensorialité. Et enfin, il a été montré que les neurones donc, de l'aire motrice primaire, ils vont être actifs, ils vont décharger avant que les mouvements ne se produisent, ce qui semble logique vu que ce sont eux qui vont finalement compiler, lancer les programmes moteurs. Et il a été montré que ces neurones codent l'amplitude de la force musculaire. C'est Evart et son équipe qui l'a montré dans les années 60. Il a été également montré que des populations de neurones de l'aire motrice primaire vont pouvoir coder la direction des mouvements. C'est Georgopoulos et son équipe qui l'a établi dans les années 80. Concernant le cortex moteur secondaire, on peut souligner à nouveau le fait qu'il correspond à l'aire 6 de Brodmann, dans laquelle la couche 4, la couche des grains internes, est absente. Donc c'est aussi un cortex qu'on appelle agranulaire. Il est subdivisé, on l'a déjà dit, en une aire prémotrice latérale, l'APM, et l'aire prémotrice médiale ou aire motrice supplémentaire, AMS.
Il existe aussi des subdivisions supplémentaires qui ont été proposées. Dans la mesure où il n'y a pas de consensus, je les laisse de côté. Lorsque le cortex moteur secondaire est stimulé, alors pour obtenir quelque chose, il faut que les stimulations soient un peu plus intenses que les stimulations qu'on réalise au niveau de l'aire motrice primaire. Quand donc ce cortex moteur secondaire est stimulé, on va observer des mouvements du corps qui sont contralatéraux ou bilatéraux et qui parfois peuvent être assez complexes puisque plusieurs articulations peuvent être impliquées, générant donc des mouvements relativement coordonnés. Le cortex moteur secondaire projette sur l'aire motrice primaire et de là sur les circuits locaux, mais le cortex moteur secondaire va aussi directement projeter sur les circuits locaux. Ça veut dire que pour ces circuits locaux, il y a une certaine redondance de l'information puisqu'ils vont recevoir des informations directement des aires secondaires, mais aussi indirectement des aires secondaires qui vont d'abord transmettre leurs informations aux aires primaires. Et d'autre part, ça suggère également qu'il existe une certaine hiérarchisation au niveau des aires motrices. En fait, les aires motrices secondaires vont être impliquées dans la programmation du mouvement, tandis que les aires motrices primaires sont impliquées dans la compilation et le lancement des mouvements. Au niveau de ce cortex moteur secondaire, les neurones vont aussi s'activer avant qu'un mouvement n'ait lieu. J'ai mis prêt entre crochets, c'est un petit peu ce qui se passe quand on se prépare donc à réaliser une activité. On se prépare, on va la réaliser quand un signal va être donné, quand on aura le signal partez. Quand on se prépare, finalement, on note qu'il y a une activité des neurones des aires motrices secondaires. C'est comme si le programme était effectivement en train de tourner, et quand on dit partez, eh bien le programme est lancé, c'est-à-dire qu'il va être envoyé aux aires motrices primaires. D'autre part, ces neurones dans les aires motrices secondaires vont s'activer également lorsqu'on imagine un mouvement. Donc ils sont impliqués dans ce qu'on appelle la répétition mentale, qui est un moyen donc de s'entraîner à réaliser une tâche et d'accroître ses habiletés dans la tâche en question. Certains de ces neurones vont aussi s'activer quand un individu observe des mouvements effectués par une autre personne, ce qui a permis de dire qu'il y a dans ces régions des neurones qui sont ce qu'on appelle des neurones miroirs. D'autre part, ce cortex moteur secondaire, il est impliqué dans la planification du mouvement, dans la programmation, mais aussi la planification du mouvement. Il y a une sorte de dialogue, des échanges qui vont se réaliser entre le cortex moteur primaire et tout un tas d'autres régions, notamment les aires frontales, les aires pariétales, donc du cortex, mais également tout un tas de structures corticales. Enfin, soulignons ce dernier point, à savoir que le cortex moteur secondaire va pouvoir sélectionner les mouvements sur la base d'indices qui vont parfois être externes, parfois internes. En fait, l'aire prémotrice latérale, la PM, va essentiellement être active quand les mouvements à réaliser se basent sur des informations externes. Par exemple, le fait de devoir appuyer sur des boutons qui s'allument au rythme de l'apparition de la lumière au niveau de ces boutons. L'aire motrice supplémentaire, elle, va essentiellement être impliquée dans les mouvements qui se basent sur des indices internes, par exemple la réalisation d'une tâche apprise, mettons de réaliser une certaine séquence en appuyant donc sur des boutons. Alors, dans les faits, physiologiquement, l'APM et l'AMS vont travailler ensemble. En fait, elles vont, en collaborant, permettre d'adapter tout un tas de séquences motrices qui ont été acquises aux conditions environnementales. On peut prendre l'exemple de l'écriture. Dans l'écriture, donc, il y a un apprentissage qui va être assez important. Cet apprentissage et toutes ces habiletés motrices sont stockées. Et elles vont, quand on doit écrire, être orientées, guidées, adaptées en fait par les éléments de l'environnement. C'est ce qui fait qu'on est en mesure d'écrire aussi bien sur une feuille de papier que sur un tableau, que d'écrire avec un orteil sur le sable. Continuons à présent avec l'exploration des voies motrices descendantes qui proviennent du cortex cérébral. Alors il existe plusieurs voies qui s'étendent entre les neurones moteurs situés au niveau du cortex et les motoneurones, plus largement les circuits locaux, puisque les articulations ne vont pas nécessairement se faire sur les motoneurones humaines, plus souvent elles vont se faire sur des interneurones qui seront ensuite en lien avec les motoneurones. Mais on peut dire motoneurones pour simplifier le propos.
Donc, il existe deux grands ensembles de voies. On peut parler de voies non relayées, qui sont assez souvent appelées voies pyramidales et associées donc à la notion de mouvement volontaire. Et à côté de ça, il y a des voies dites, qui sont relayées, puisqu'elles vont pas aller directement du cortex au motoneurone, mais du cortex à une structure intermédiaire, puis seulement ensuite au motoneurone. Ce sont des voies qui vont être qualifiées d'extra-pyramidales et plutôt associées à l'idée de mouvement involontaire. Donc parmi les voies non relayées, on peut mentionner les voies corticonucléaires ou corticobulbaires qui sont impliquées dans la motricité faciale, qui sont parfois placées dans l'ensemble des voies pyramidales parce qu'elles sont impliquées dans une motricité volontaire, mais ce ne sont pas de réelles voies pyramidales dans la mesure où elles ne passent pas par cette région qui s'appelle les pyramides bulbaires. Les voies cortico-spinales, alors qui sont de véritables voies pyramidales, puisqu'effectivement ces fibres passent au niveau des pyramides bulbaires. Alors on subdivise les voies corticospinales en deux ensembles de voies. La voie corticospinale latérale, c'est à peu près 80% des fibres, qui sont des fibres qui vont justement décusser au niveau des pyramides bulbaires et qui sont impliquées essentiellement dans la motricité distale. Les voies corticospinales ventrales, donc c'est 20% des fibres, ce qui reste, elles ne vont pas décusser au niveau des pyramides bulbaires, elles vont décusser plus loin, juste avant d'atteindre leur cible, donc on peut parler d'une décussation au niveau de la moelle épinière, et elles sont impliquées dans la motricité proximale et axiale, les muscles proximaux étant ceux des ceintures, axiaux ceux du tronc. Pour ce qui est des voies relayées, donc extra-pyramidales ou involontaires, on peut évoquer pour commencer la voie cortico-rubrospinale, qui est plutôt en fait une voie impliquée dans le mouvement volontaire en lien avec la voie corticospinale latérale. Alors cette voie correspond donc à une voie relayée, puisqu'un relais va se faire au niveau d'une structure qui s'appelle le rubrum. Le rubrum, c'est aussi ce qu'on appelle le noyau rouge, et ce noyau rouge est subdivisé en plusieurs parties. La région du noyau rouge impliquée, c'est ce qu'on appelle le paléorubrum, qui est de type magnocellulaire, c'est-à-dire qu'il renferme des cellules de grande taille. Donc ça veut dire qu'on a des neurones situés dans le cortex qui projettent sur des neurones situés au niveau du noyau rouge qui, eux, à leur tour, vont projeter sur la moelle épinière. Ils vont projeter sur la moelle épinière après réalisation d'une décussation et, comme nous l'avons dit, ce sont des voies qui sont impliquées donc essentiellement dans une motricité volontaire qui va aider l'activité des voies corticospinales latérales, la motricité plus spécifiquement des mains. Autre voie, la voie cortico-vestibulospinale qui va finalement agir sur des neurones qui eux-mêmes sont en lien avec la musculature posturale. Nous en avons parlé dans le chapitre sur le système vestibulaire. Les voies cortico-réticulo-spinales qui elles aussi vont pouvoir in fine moduler l'activité de muscles posturaux comme nous l'avons vu dans le chapitre sur la posture. Les voies cortico-tectospinales qui vont pouvoir moduler l'activité des muscles du cou et donc ajuster la position de la tête en lien avec des signaux visuels. Et la voie cortico-interstitio-spinale qui projette sur des circuits locaux qui sont même en lien avec des muscles du tronc. Et il s'agit d'une voie qui va ajuster la position du tronc en lien avec les signaux visuels. Alors, pour une description plus précise de ces voies, je vous renvoie au schéma que nous avons fait en cours. Alors pour synthétiser donc l'ensemble de ces voies motrices, on peut les relister dans leur ensemble et puis opérer des regroupements. Donc on peut voir que la voie cortico-rubrospinale et la voie corticospinale latérale ensemble vont constituer un système qu'on appelle le système latéral qui est impliqué dans la motricité volontaire distale. La voie corticospinale ventrale, elle, va être impliquée dans la motricité volontaire proximale et distale. Et puis toutes les autres voies, cortico-vestibulospinale, cortico-réticulospinale, cortico-tectospinale, cortico-interstitio-spinale, vont constituer le système ventromédian qui lui est impliqué dans la motricité involontaire des muscles posturaux. Et enfin, terminons avec une introduction des chapitres suivants. Je reviens donc sur les circuits locaux. Nous avons dit ils peuvent agir, ces circuits locaux, donc sur des motoneurones, et ils sont modulés par deux sources d'informations, des informations amenées par des afférences sensorielles, qui sont donc les neurones sensoriels de premier ordre. Dans ce cas-là, quand ils sont recrutés, on va observer des mouvements stéréotypés qui vont se produire de type réflexe, comme nous l'avions déjà dit.
D'autre part, les circuits locaux sont aussi modulés par tout un tas de neurones moteurs situés au niveau de l'encéphale. Et c'est là où on ajoute une petite différence, puisque nous avions initialement dans un schéma parlé de neurones moteurs qui effectivement modulent les circuits locaux, qui sont situés dans le tronc cérébral et dans le cortex cérébral. Ce que nous pouvons maintenant dire, c'est qu'effectivement, ces deux types de neurones moteurs situés en ces deux lieux vont pouvoir moduler l'activité des circuits locaux, mais ce qu'on note aussi, c'est que le cortex cérébral lui-même va pouvoir moduler l'activité de ces neurones du tronc cérébral. Ces neurones du tronc cérébral qui sont localisés au niveau vestibulaire, réticulaire, ici au niveau tectal, donc au niveau des colliculés, ici au niveau interstitiaux, c'est-à-dire au niveau notamment du noyau de Cajal. Alors, ces neurones, finalement, vont ensemble être eux-mêmes modulés, et ils vont l'être notamment par le cervelet, ce sera l'objet du prochain chapitre, et par les noyaux gris de la base, qui seront l'objet du chapitre qui suivra celui du cervelet. Donc avec ces éléments, nous terminons finalement la description de cette carte mentale sur le mouvement volontaire. Et donc je vous dis à bientôt pour l'exploration d'une nouvelle carte.